Voilà, là je viens de démarrer l'enregistrement. Maintenant on va pouvoir démarrer. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus et de vous inscrire et de vous être inscrits à ce webinaire. Donc pour rappel, hein, ce webinaire, c'est le 3e rendez-vous de l'École des hautes études publiques et donc en matière d'innovation sociale, c'est donc le deuxième webinaire qui a lieu sur la thématique, hein, le précédent ayant eu lieu la semaine dernière. Donc ce deuxième webinaire est intitulé Économie et innovation sociale entre recherche partenariale et généalogie critique. Donc avec deux invités, hein, on a aujourd'hui nous accueillons Omer Chouinard, donc qui a un doctorat en sociologie du développement et donc qui est professeur retraité émérite en environnement, avec une intervention intitulée L'économie sociale, trajectoire d'un universitaire. Puis on a Jean-Philippe Sapinski, qui est professeur adjoint à la maîtrise en études de l'environnement et à l'école des hautes études publiques, qui lui va aborder donc eh bien une présentation intitulée L'exploitation pétrolière et gestion des eaux douces en territoire autochtone. Donc réflexion sur un projet de recherche partenariale en Alberta. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté de se prêter à l'exercice. Pour rappel un peu, hein, pour les personnes qui assistent à ce webinaire, je vous demanderai effectivement, on vous demandera s'il vous plaît d'éteindre vos micros, mais bon, ça je pense que vous en avez l'habitude désormais. Et puis chaque intervenant disposera à peu près de 25 minutes maximum pour effectuer leur présentation. Puis globalement, la dernière demi-heure sera consacrée aux échanges entre nous tous, hein, donc les différentes questions et commentaires. Donc, sans plus attendre, je vais proposer peut-être à Omer Chouinard, dans un premier temps, hein, de faire sa présentation. Omer, si vous êtes prêt, on peut commencer avec vous. Alors, j'avais pourtant vu... j'avais vu Omer pourtant se connecter. Je vois qu'il ne l'est plus. Bon, écoute, peut-être à ce moment-là, on peut commencer par toi, Jean-Philippe, si tu le veux. Ah voilà, là il y a Omer. Voilà. Omer, est-ce que vous nous entendez? Omer est indiqué comme on hold dans la liste de participants. Il me dit qu'il est connecté. Il est juste à côté de moi dans son bureau. D'accord. Je peux essayer de voir s'il y a moyen de l'avoir tout de suite. Oui, je veux bien. Oui, il y a peut-être un petit... Attends-moi une seconde. Voilà, là, je pense que peut-être ça devrait fonctionner. Voilà, donc désolé de ce petit incident technique, mais on n'est pas, nous ne sommes pas en retard. Non. Ok, merci. Hein. Voilà, bonjour Omer. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bon, je peux commencer, quoi, c'est ça? Oui, avec Est-ce plaisir. que ma présentation est dessus ou c'est moi qui la mets? Vous pouvez la mettre si vous voulez, oui, on peut. Vous la voyez là? Pas encore. Je l'ai mis, moi, là, tu sais.
J'ai mis la présentation, je pense. Ok. Ouais. Est-ce que tu as fait le partage? Attends. Il faut que tu ailles dans Teams ici. Oups, attends, je vais faire. Ok, là. Ah, il faut que Arnaud te donne la permission. Ok. Alors, il faut que ce soit... ouais. Là, j'ai aucune demande hein, qui s'affiche pour le moment. Oui, il faudrait que tu donnes la permission parce qu'ici, ça dit que... Ouais. Désigné comme présentateur, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà. Là, tu peux présenter. Parfait. OK. On la voit, merci. OK, merci. Je m'excuse du contretemps. Puis, bon, écoutez, c'est que je vais commencer sans plus tarder puisque je m'aperçois qu'on est 6 minutes en retard. Hein. Alors, bonjour à tous et je vais faire dérouler le PowerPoint. Il s'agit d'une trajectoire de ma trajectoire, en fait, et en quoi l'économie sociale m'a inspiré. Et on verra deux exemples de deux études de cas sur un cas qui s'appelle l'AMEC et une association, donc des coopératives, nouvelle forme de coopérative. Et ce que nous avons appris à travers ce projet, à travers ces projets, puis les conclusions. Alors, donc, pour continuer, c'est que je suis né d'une famille de pêcheurs côtiers dans le golfe du Saint-Laurent, la baie des Chaleurs. Les bateaux utilisés par mon père étaient entre 24 et 43-45 pieds, pêche polyvalente, engin fixe, qu'on pêchait de la fin avril au début décembre, c'est-à-dire de la fin des glaces, au début des glaces, en fait. Déclin de la pêche côtière traditionnelle avec l'introduction de la pêche modernisante aux engins mobiles, des poissons de fond, des chalutiers, de la Seine-Bourse, des grands bateaux d'environ une centaine de pieds pour la capture de harengs. Et en 72, on considérait dans les instances fédérales que la pêche côtière était appelée à disparaître. Donc, conflit entre la fraction modernisante et la fraction traditionnelle. Et ceci s'est pas seulement passé ici. Il y a un collègue, Peter Sinclair, à Terre-Neuve, qui avait écrit un livre en 1982 et qui faisait état de la même situation. Engagement dans la syndicalisation pour la survie des pêcheurs côtiers dans le nord-est et sud-est du Nouveau-Brunswick et des Maritimes à compter de 1975. Le mouvement syndical s'inscrit dans la famille de l'économie sociale car il vise à amoindrir les méfaits, les contradictions du capitalisme, mais plus largement l'économie sociale en environnement contribue, selon Hervé Kent, à rétablir un équilibre entre l'activité humaine et les régulations de la biosphère. Dans le golfe Saint-Laurent, c'est simplement pour montrer ici le territoire où je suis né, du côté de la Gaspésie, et la baie des Chaleurs, qui s'étend d'ici jusqu'à la région de Percé environ, pour ceux qui ont une connaissance plus touristique, qui était le territoire dans lequel mon père pêchait, et aux environs de l'île Miscou-Ilavec. Et c'est pour vous montrer la carte encore ici, et quelques repères théoriques, là, selon Bouchard, l'économie sociale résulte d'un entrepreneuriat social et collectif animé par des objectifs autres que les bénéfices pécuniaires personnels. L'auteur poursuit en disant que l'économie sociale sera porteuse d'innovation sociale, entre autres parce qu'elle émerge pour répondre à des aspirations et des besoins collectifs, souvent dans des secteurs d'activité nouveaux ou peut développer en proposant de nouvelles manières de faire qui correspondent à des valeurs d'équité, d'égalité, de justice sociale, on ajouterait ici de justice environnementale.
aussi Fontan enchaîne sur le fait que l'économie sociale est fondamentalement réalisée par des acteurs sociaux pour en assurer tant l'émergence, la consolidation que l'expansion. Pour en assurer tant l'émergence, la consolidation que l'expansion, excusez-moi, on réussit, les acteurs, à mobiliser un ensemble de ressources, dont les ressources universitaires, qu'on vient d'appeler la recherche partenariale en économie sociale. C'est sous cet angle de la recherche partenariale que nous aborderons cette présentation ici, tant dans le milieu communautaire qu'en milieu universitaire, pour l'accompagnement des associations et des coopératives dans le domaine des ressources naturelles. Je vous situe la première exemple, c'est l'exemple de la coopérative d'énergie renouvelable de la MEC et du port de pêche, qui est essentiellement une ville beaucoup axée sur l'industrie de la pêche. Mais comme la pêche la pêche de poissons de fond à la MEC, la coopérative des pêcheurs dépendait à 60% du poisson de fond. Donc, quand il y a eu le moratoire sur le poisson de fond, inutile de dire que ça a été un grand bouleversement. Alors, voyez-vous, la MEC se situe ici et les répercussions de qu'est-ce qu'ils ont fait avec la coopérative d'énergie renouvelable avaient des répercussions sur l'ensemble de la péninsule. Je vous mets ça ici pour montrer la fragilité, parce que le Nouveau-Brunswick, c'est les exportations de poissons de la MEC se faisaient à 80-85% du côté des États-Unis. C'était moins aujourd'hui, c'est environ 75%, 70-75%, mais c'est encore énorme. D'abord, la coopérative d'énergie renouvelable, avec Miscou, la MEC constitue un territoire de 6 000 personnes, environ un tiers est municipalisé. La coopérative d'énergie renouvelable est née en 1999 d'un partenariat entre l'Association coopérative des pêcheurs de l'île, la Caisse populaire des îles et la coop de consommation et la municipalité de la MEC, ainsi qu'une multinationale espagnole qui s'est jointe, qu'on est allé chercher comme partenaire en 2005. Donc, capacité de la coopérative de négocier avec une multinationale pour les retombées. Donc, on assiste à une nouvelle forme de coop ici, avec un partenaire privé. Projet de la coopérative d'énergie renouvelable, valeur 115 millions. L'apprentissage, il ne faut pas oublier là, que l'apprentissage de négocier provenait surtout des coopératives en place. La coopérative des pêcheurs de l'île négocie avec des Norvégiens et aussi en partenariat avec la Labrador Shrimp Coop, des Inuits du Labrador, pour des quotas de crevettes, la coop de consommation et négociation avec la coop fédérée pour son approvisionnement. Donc, il y avait des compétences qui avaient été développées dans les coopératives traditionnelles. En 2011, 30 éoliennes. En 2011, les éoliennes fonctionnent, 30 éoliennes de la coopérative d'énergie renouvelable, capacité d'approvisionner 8000 foyers dans la péninsule acadienne, Chupagan, Caracat et les environs. Je vous ai montré la carte tantôt. Le CA est composé de membres provenant de la péninsule acadienne, de différentes coopératives, surtout des coopératives de consommation, que ce soit à Tracadie, Caracat, Paquetteville, différentes places du territoire. Les redevances aux propriétaires de terrain et versements annuels de 175 000 $ à la coopérative d'énergie renouvelable, 25 000 à la municipalité de la MEC. Ceci sert à des projets en éducation, santé, culture et environnement. La coopérative d'énergie renouvelable, c'est ce qu'on a retenu, l'importance de la tradition coopérative des bénévolats. La devise à l'entrée du village, c'est une communauté fondée sur la coopération et le bénévolat. C'est important de dire ici, quand on interviewait les gens là-bas, les leaders, ils nous disaient cette enseigne-là, c'était une contribution de 14 associations. Donc, l'importance des partenariats est très forte là. La tradition coopérative remonte dans les années 30 et 40.
donc plus de 80 ans d'expérience. Également, vous pouvez voir, ceux qui veulent aller voir la recherche qui a été faite avec mes collègues, Leclerc, Guimont, que j'ai mis là en note, qui est une présentation qui a été faite. Également, il existe au-delà de 40 associations dans le territoire de l'île de Lamec. Il s'agit de reconnaître ici la force du capital social, en particulier du lien de confiance. Et aussi, je mentionnerai que dans ma thèse de doctorat sur l'activité pêche, l'association coopérative des pêcheurs était un modèle d'entreprise coopérative que j'avais utilisé en 1992. Puis je mentionne aussi que il y a eu un des textes choisis qui a été publié, que je vous mets ici, Old and New Co-op, dans un sommet sur les coopératives avec mes collègues Guimont, Leclerc, en 2014. Puis le deuxième groupe, c'est le deuxième. Bon, si le premier c'était sur l'aspect coopératif, le deuxième c'est sur l'aspect associatif de l'économie sociale. C'est une association fondée en 1999 qui avait pour but la protection de l'eau et de l'écosystème du bassin versant de la rivière Cocagne. Environ 7000 de population située sur le bassin versant, entre les bassins versants de la ville de Chevillac et de Bouctouche, et le territoire de Cocagne n'était pas municipalisé. Cette association essentiellement basée sur les bénévolats et des projets pertinents à la protection de l'écosystème de la rivière, ainsi que la lutte au changement climatique affectant les communautés côtières. Donc, essentiellement, les gens ont fait appel à différents projets, que ce soit Environnement Canada, que ce soit la province du Nouveau-Brunswick par le biais du fonds de fiducie, et aussi d'autres projets qui ont d'autres institutions gouvernementales à laquelle on a fait appel pour des projets comme Action 21, par exemple, d'Environnement Canada. Bon, le groupe de développement durable du pays de Cocagne a comme objectif, il croit, la viabilité des communautés du bassin versant de Cocagne par le développement durable, puis que ces outils vont permettre aux intéressés de connaître l'envergure de l'information disponible, d'en évaluer la pertinence pour l'aménagement du territoire et de faire des recommandations. Il y avait une très grande préoccupation qu'on identifie les ressources disponibles, puis le potentiel que ça avait. Donc, dans les axes privilégiés de 1999 à 2000, tirés de la thèse de maîtrise de Mélanie Mador, et aussi de Anne Forêt, avec qui on a collaboré, l'éducation et la sensibilisation, l'importance des ressources naturelles, l'importance de l'eau, l'importance de la qualité de l'eau, activités dans les écoles, activités avec l'association des pêcheurs récréatifs dans les écoles, développement de jardins dans les écoles, avec les écoles et dans les écoles, avec des aînés et des jeunes. Partenariat avec les aînés pour la création de semences pour la vie, étant donné tout l'impact des changements climatiques, de développer des semences davantage résistantes au changement climatique. Ateliers et causeries sur le jour de la Terre, par exemple. Bulletins d'information distribués à plus de 1100 groupes et personnes de la province et d'ailleurs, et dans les deux langues. Donc, une volonté d'informer constamment sur qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'il faisait. La protection et la restauration de la zone côtière dans le contexte du changement climatique, ça avait été très important parce qu'un rapport d'Environnement Canada était sorti en 2006 et de 2003 à 2006, ils ont activement participé à cette expérience. Développement territorial durable par l'aménagement du territoire en partenariat avec Pêche et Océan Canada, Santé Nouveau-Brunswick, Environnement Canada, province du Nouveau-Brunswick, par le biais d'environnement et gouvernements locaux,
la coop Pasteur, une coop de travail. Lien, changement climatique et santé était très important. D'où la question de la qualité de l'eau qui ressortait. Et qu'est-ce qu'on peut rappeler, qu'est-ce qu'on dit en anglais, les sourds, les égouts, hein, comment on gère les égouts, en fait. Et la gouvernance locale et politique publique, l'importance de la municipalisation pour le développement local durable, en partenariat avec la Commission des services régionaux de Kent, lien avec la communauté rurale de Coquin, dans lequel ils ont participé activement à la création pour d'avoir une municipalité, de pouvoir développer des règlements démocratiquement, d'avoir des instances démocratiquement élues. Oui. Et collaboration avec l'Association des bassins versants avoisinants, soit celui de Chédiac, celui de Division H2O, et lien avec Slow Food International, Town in Transition et beaucoup d'autres organismes aussi dans lesquels ils ont développé des liens. Donc, volonté de s'ouvrir non seulement au niveau provincial, régional, mais aussi au niveau international. Enfin, création d'une carte interactive. Je vous invite à la visiter, ceux qui le veulent. Là. On n'aura pas le temps ici. Ou quelqu'un qui veut aller voir qu'est-ce qui existe sur le territoire. Est-ce qu'il y a une garderie? Où elle existe? Est-ce qu'il y a l'école? Où elle existe? Les lieux d'observation d'oiseaux, où c'est qu'on peut les faire. Alors, la carte est interactive, vous pouvez la visiter et de voir si c'était important pour eux, pour démontrer où se situent les lieux importants, et c'est à développer en partenariat avec les citoyens de la communauté. Et aussi l'importance qu'ils accordent au développement d'une relève, l'importance d'avoir du sang neuf. Bon, je vous montre ici, vous allez voir en jaune, là, peut-être c'est un petit peu, vous avez sur vos écrans, vous avez le bassin versant. C'est un petit bassin qui n'est pas très grand, mais qui est très actif et très prolifique en termes d'idées et de développement et d'intervention. La carte interactive, j'ai mis le lien ici. Et ce qu'on retient du groupe de développement durable, l'importance du bénévolat et des partenariats. Capacité de mobilisation de multiples acteurs, autour des questions de la ressource en eau, surtout les jeunes et les profs dans les écoles. Capacité de mobilisation autour de l'impact des changements climatiques sur les zones côtières et les ressources naturelles. D'où l'importance de semences adaptées au changement climatique. Capacité, chaque année, il y a une session pour échanger des graines, conserver nos graines, et pour que les graines se continuent, qui sont utilisées dans le milieu. Capacité de mobilisation autour de développement territorial durable par l'aménagement du territoire, capacité d'expérimenter par des partenariats avec des associations du milieu et des agences territoriales et gouvernementales en vue d'innover socialement. Et ils ont été choisis à titre d'entrepreneurs social et collectif par l'entreprise Ken dans les années 2008-2009. Élaboration d'un projet de cimetière vert, c'est possible, en partenariat avec des acteurs du Sud-Est, à un point tel que moi, j'ignorais que c'était eux autres. Je pensais que c'était Diane Leblanc de Memorial Cook, c'était leur partenaire. Puis je pensais que c'était Diane Leblanc. Donc, l'importance pour eux autres, les partenaires, qui fait que les partenaires prennent tellement de place qu'on croirait que c'était les partenaires qui initient les projets, mais ils sont initiés collectivement. Choisis par le projet Artistic Net pour représenter une des 7 communautés provenant de 7 différents piliers à l'international sur l'adaptation au changement climatique. Ce que nous avons appris, c'est que l'économie sociale et solidaire est ancrée dans la communauté. L'économie sociale, par la recherche partenariale, permet de renforcer le lien de confiance. La recherche partenariale en économie sociale permet de mieux comprendre les capacités de mobilisation du capital social et du capital humain dans les 2 territoires étudiés. La recherche partenariale nous a permis de comprendre que la durée des organisations d'économie sociale repose sur la mise en valeur des ressources humaines en lien avec les ressources naturelles. Il y a des recherches qui ont été montrées au Québec qui montrent que la longévité de ces
des organisations de l'économie sociale. Enfin, l'importance du lien de confiance dans l'expérimentation de projets. Quand on a commencé, par exemple, dans des projets, que ce soit à la Mecque, où les gens disaient oui, on est content que vous venez travailler parce que vous avez travaillé antérieurement. Alors, le fait que les gens nous connaissaient, savaient qu'est-ce qu'on a fait. Ceci ressortait tant dans la création de la communauté d'énergie renouvelable que dans le groupe de développement durable du pays de Cocagne. Celle qui était l'initiatrice du groupe de développement durable, Jocelyne Gauvin, je la connaissais peu ou pas, mais je connaissais bien son mari, il était pêcheur, puis elle était aide-pêcheur à l'époque. Elle était tellement petite que je ne la voyais pas. Puis, c'est que je lui avais dit ça, je pensais que c'était la fille de Jean. C'était sa conjointe qui était aide-pêcheur à l'époque dans les années 70. Que les projets d'économie sociale qui reposent sur la co-construction avec les partenaires du milieu sont demandants en ressources humaines et financières. Dans le temps, c'est très important de mettre le temps. L'importance du bénévolat pour la réussite de projets d'économie sociale, l'importance de l'accompagnement des universitaires dans les projets de développement territorial et durable. Voilà ce que j'avais à dire en 25 minutes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Omer. On va pouvoir enchaîner avec Jean-Philippe et on pourra ensuite poser les questions à nos deux intervenants juste après. Je sais pas, Jean-Philippe, es-tu prêt à continuer, à enchaîner? Oui, je suis là. Je peux partager mon écran si oui. Omer arrête de partager le sien. Je vais mettre quitter, c'est ça, non? Je sais pas. Ouais, là, je pense que c'est bon. En tout cas, à l'écran, on ne le voit plus. Voilà, là, on voit la présentation de Jean-Philippe. OK, super. Donc, merci beaucoup Arnaud pour l'invitation au webinaire aujourd'hui. Je suis un peu surpris d'être invité pour un webinaire sur l'économie sociale puis l'innovation sociale, puisque je ne pensais pas faire aucune de ces deux choses-là, mais ça m'a donné l'occasion de parvenir à certaines réflexions là, sur le sujet à partir d'un de mes projets de recherche partenariale que je fais. Donc, ça enchaîne avec le thème de la recherche partenariale. Ça va très bien avec la présentation d'Omer. Comme Omer l'a expliqué, si on regarde la question de l'économie sociale, les acteurs de l'économie sociale mobilisent des ressources qui, entre autres, incluent des liens avec des universitaires. Et puis donc, les acteurs de l'économie sociale se fient sur la recherche partenariale pour maintenir ces liens-là, puis mobiliser des ressources. En fait, c'est un constat large qui s'applique à tous les acteurs des mouvements sociaux en général. Donc, si on étend un petit peu ça, le rôle des universitaires est crucial pour tous les groupes de mouvements sociaux et les ONG, entre autres les ONG environnementales, autant que pour les entreprises d'économie sociale. Et puis, évidemment, c'est le contexte économique actuel qui motive, entre autres, ces relations-là. D'un côté, les ressources de l'État sont limitées, sont souvent conditionnelles. Dans le modèle néolibéral de financement des ONG, la survie de ces groupes-là est précaire et aussi conditionnelle aux programmes d'État qui sont habituellement renouvelés annuellement. Et de l'autre côté, du côté des mouvements sociaux, les besoins sont très grands en termes de production de savoir, qui est évidemment l'apanage des universitaires. Donc, les mouvements sociaux, on a besoin de produire différents savoirs, d'abord pour orienter l'action du mouvement, l'action des ONG, donc avoir une connaissance du terrain pour la planification stratégique des actions, pour cadrer les revendications en vue de former des alliances, d'obtenir un soutien de masse, ou un soutien du gouvernement. Et donc, les savoirs universitaires sont utiles à développer des nouveaux cadrages et puis de comprendre quel cadrage fonctionne le mieux pour atteindre les différents buts des organisations. Et puis, un autre aspect de la recherche partenariale, donc du travail universitaire avec les groupes de mouvements sociaux, les ONG, c'est que ça augmente la légitimité des mouvements. De par le statut universitaire, ça confère une légitimité
différente de celle qu'ont les mouvements sociaux. Le statut universitaire est habituellement vu comme très légitime, étant donné la distance objective qu'on confère aux travaux universitaires. Bourdieu parlerait de capital symbolique ici, qui est transféré des universitaires au mouvement de cette façon-là. Et puis, les partenariats sont aussi très utiles pour obtenir des ressources financières. Donc, dans les termes des capitaux de Bourdieu, transformer le capital symbolique, le capital culturel en capital économique pour les organisations, donc par l'accès à des subventions. Par exemple, les projets du Fonds de fiducie en environnement qui peuvent être réalisés en partenariat universitaire. Donc, les partenariats universitaires sont une ressource majeure pour répondre à toutes sortes de besoins du côté des mouvements sociaux. Et donc, l'importance pour les groupes de mouvements sociaux et les ONG de bâtir ce type de capital social-là, donc d'établir des relations avec des universitaires qui détiennent le capital culturel, le capital symbolique, qui peut les soutenir. Donc, dans la présentation, ce que je vais faire, je vais réfléchir sur mon rôle en tant qu'universitaire dans un partenariat avec une organisation autochtone qui est basée dans le nord de l'Alberta, qui s'appelle Keepers of the Water. Donc, je vais faire d'abord une historique du partenariat, parler un petit peu de l'approche partenariale qui motive la démarche. Je vais présenter quelques résultats du projet. Et puis, j'ai terminé avec les défis que j'ai rencontrés, puis quelques réflexions plus ou moins décousues sur la question de l'innovation sociale dans le contexte de mon partenariat, puisque c'est le thème du webinaire, évidemment. Donc, si on regarde un petit peu l'historique du partenariat, ça partit d'une co-direction de thèse, toute première co-direction de thèse avant même que j'arrive ici. C'était un ancien... Donc, avec mon ancien étudiant, c'est une co-direction avec Peter Brown qui est à McGill. Son projet de thèse s'appelait Situating Corporations in Natural Resource Management, a Corporate Power Map of Treaty 8 Territory in Northeastern British Columbia. Long titre pour dire que le projet portait sur l'expansion de l'extraction du gaz de schiste dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Donc, le but, c'était de mettre en évidence les entreprises qui étaient impliquées dans cette expansion extractiviste-là. Regarder leur insertion dans le réseau des grandes entreprises canadiennes, donc comment ils font partie d'un ensemble social plus vaste. Et puis, essayer de déterminer un peu le niveau de cohésion sociale qu'il y a entre les entreprises extractives pétrolières et entre elles et le réseau d'entreprises plus vaste au Canada. Évidemment, le niveau de cohésion sociale, donc, c'est pris en tant qu'indicateur de la capacité d'organisation, d'action politique des entreprises pour obtenir tout ce qu'elles ont besoin pour profiter de tirer un profit de leurs activités extractivistes. Et puis, mon territoire d'intérêt, c'était la portion du traité numéro 8 qui est situé en Colombie-Britannique. Pour vous situer, une petite parenthèse sur les traités numérotés. Les traités numérotés, ça a été signé entre la couronne britannique et les communautés autochtones de l'Ouest. Donc, sur la carte ici, c'est tous les territoires en vert. Sont tous couverts par ce qu'on appelle des traités numérotés qui vont de 1 à 11. Ils ont été signés entre 1871 et 1921 pour accaparer les terres autochtones puis ouvrir toute la région à la colonisation occidentale, surtout anglaise. Les territoires visés ont été incorporés l'un après l'autre au Dominion du Canada. Donc, le traité numéro 8, comme tel, ici, ça a été signé en 1899 entre la couronne et puis les différentes nations ici de la région du Petit Lac des Esclaves. Du côté autochtone, c'est considéré comme un traité de paix et d'amitié. Donc, c'est vu comme l'établissement d'un partenariat entre les nations signataires d'une part et puis la couronne britannique. Et puis donc un traité de partage du territoire. Ça couvre plusieurs groupes, entre autres des groupes Cris, des groupes Saulteaux, de langue algonquienne, des groupes d'Aînés et d'Anésa de langue athabascane. Et il y a aussi des communautés métisses qui sont présentes sur le territoire, mais qui ne sont pas couvertes par le traité. Donc beaucoup de complexité par rapport à ce territoire-là. Pour revenir au projet comme tel, l'étudiant a établi un contact, une conférence avec le directeur de Keepers of the Water
qui essaie de recruter des étudiants pour aider son organisation à des activités de recherche. Donc, il s'est proposé, l'étudiant s'est proposé à Caleb Ben, qui était le directeur à ce moment-là. Puis il a dit, bon, voici ce que je peux faire. J'ai certaines habiletés en système d'information géographique, par exemple. Je m'intéresse aux grandes entreprises extractivistes. Et donc, il a préparé son projet de thèse en partenariat avec Caleb Ben pour servir les buts de l'organisation. Donc, les buts de l'organisation, c'est la promotion de la gouvernance autochtone des eaux douces. Entre autres, Keepers of the Water, c'est centré sur la gouvernance des eaux douces. Remettre en question le discours colonial sur la gestion des eaux à travers cette activité de promotion-là. Et puis, donc, de défendre la souveraineté autochtone sur le territoire et protéger l'accès des communautés aux ressources en eau. Et en parallèle, de contribuer à la solidarité entre les communautés du territoire par, entre autres, des rencontres annuelles. Donc, la façon dont ils fonctionnent, ils ont toutes sortes de communautés. Il y a un grand nombre de communautés de la région qui sont affiliées à Keepers of the Water. Et puis, ils ont des rencontres annuelles où des gens de toutes les communautés se rendent au lieu de la rencontre et se déplacent d'une communauté à l'autre. Donc, l'étudiant s'est concentré sur la portion du traité numéro 8 qui est située en Colombie-Britannique pour sa thèse. Présenter un petit peu vite, là, encore pour la mise en contexte, quelques résultats de sa thèse. Bon, d'abord, il a créé une carte. Ici, ça représente l'impact sur l'air de l'extraction de gaz de schiste. Donc, c'est le shale de Montney, le bassin de Montney ici, qui est le point chaud. Mais il y a d'autres bassins qui sont situés plus au nord. Et donc, les zones en bleu plus clair sont toutes les zones où il y a des impacts de l'air qui se font ressentir, c'est-à-dire jusqu'à, je pense qu'il y a pris 2 km de chaque puits, de puits de fracturation. Bon, évidemment, ça dégage du méthane qui se retrouve dans l'air. C'est très bon à respirer, évidemment. Donc, il a fait cette carte-là. Puis ici, évidemment, là, on trouve tous les puits. Là, les puits le vert, c'est les puits de gaz. Le noir, ici, c'est les puits de pétrole. Et puis, le bleu, c'est les endroits qui sont couverts par des permis de déviation des eaux. Donc, on voit, hein, juste pour comparer au Nouveau-Brunswick, là, il ne se passe pas grand-chose en comparaison. Les 30 puits de fracturation hydraulique là, près de Sussex, à Penobscot. Ici, on parle d'environ 10 000 puits de fracturation hydraulique dans la région. Deuxième résultat intéressant, ici, c'est une cartographie sociale, un sociogramme, comme on appelle ça, donc une analyse de réseaux sociaux qui représente l'insertion des entreprises gazières dans la communauté d'affaires canadienne. Donc ici, en rouge, on voit les juniors pétrolières gazières. En rose, les grandes entreprises puis les autres entreprises associées. Donc, on a Shell Canada ici, Nexen, qui appartient à CNOOC, compagnie chinoise. En bas, on a les grosses compagnies américaines, en vert, le réseau de ConocoPhillips, puis en noir, le réseau de Murphy Oil. Et puis ici, au milieu, c'est les grandes entreprises de la communauté d'affaires canadienne, qui incluent les grandes entreprises pétrolières comme CNRL ici, Canadian Natural Resources Limited. Et donc, les triangles, c'est les banques et les compagnies financières qui sont très centrales dans le réseau. Donc, on voit les liens là, qui sont créés entre les... Et puis ici, en jaune, les extracteurs périphériques. Donc, les juniors, ici en rouge, sont reliés d'un côté de la communauté d'affaires canadienne générale, alors que les transnationales se relient à une autre partie du réseau canadien. Donc, un autre résultat d'intérêt. Et puis, finalement, ce qu'il a fait, bon, c'est une cartographie des actionnaires ici. Donc, les compagnies qui ont des actions dans les compagnies qui font l'extraction sur le territoire. Donc, le territoire est illustré ici. Et puis, on voit ici où s'en vont les profits sous forme de dividendes. Bon, ça s'en va partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis. Pas mal à Calgary, à Toronto, beaucoup aux États-Unis, en Europe, jusqu'en Chine, en Corée. Petronas ici en Malaisie, puis en Australie. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'avec les résultats, la visualisation des résultats qui a été produite ici, ce qu'on fait, c'est qu'on montre visuellement ce qui se passe. On montre qu'on détruit un territoire. C'est le territoire autochtone, couvert par le traité numéro 8. On détruit la santé des gens qui s'y trouvent, qui y habitent, pour les intérêts de gens qui se trouvent ailleurs dans le monde, les intérêts financiers de gens qui sont déjà riches et qui sont ailleurs, qui ne sont pas sur le territoire.
Donc, c'est pas une grande découverte scientifique, il n'y a rien de très nouveau. De ce point de vue-là, c'est simplement l'externalisation des coûts de production. Les gens des communautés subissent toutes sortes de coûts que les compagnies n'ont pas à payer, ce qui augmente leur profit. C'est pas très utile scientifiquement, c'est intéressant, mais c'est pas une grande découverte. Mais c'est très utile pour Keepers of the Water. Parce que ça leur donne d'abord une vue d'ensemble. Toutes les communautés voient, entre autres par les usuels ici, qu'elles font face au même problème. Deuxièmement, on identifie qui bénéficie de la destruction de leur territoire. Et ce qu'on voit, c'est que c'est les mêmes grandes entreprises partout. Et ça identifie les structures qui relient les entreprises entre elles. Comment est-ce que les entreprises sont organisées? Et comment est-ce qu'éventuellement ça se transforme en pouvoir politique? Ce qu'on fait ici, c'est que c'est un processus de production de savoir à travers le partenariat et la recherche basée sur les buts de l'organisation. Donc, on produit des savoirs qui sont légitimes aux yeux des gouvernements, des environnementalistes et des communautés, de par notre qualité d'universitaire. Ici, c'est ce qui confère la légitimité aux savoirs qui sont produits. Et évidemment, l'utilité stratégique pour l'organisation partenaire. Évidemment, ça a été bien reçu par l'organisation. Le directeur Ben a trouvé ça très utile et il a même demandé si c'était possible de faire un travail semblable sur la portion du territoire du traité numéro 8 situé en Alberta. Ici. Et donc, après sa thèse, l'étudiant m'a approché pour qu'on travaille ensemble. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas le temps de prendre en charge ce projet-là. Je peux t'aider à aller chercher du financement et tu pourras y travailler. Et donc, c'est à partir de là que le partenariat s'est poursuivi, en fait, avec l'organisation. Et là, je suis présentement dans cette partie du partenariat-là. Avant de continuer sur le travail actuel, je vais dire quelques mots sur l'approche partenariale comme telle qu'on adopte dans ce projet-là. L'étudiant a adopté ce qu'on appelle une approche de recherche de service, service research. C'est pas une expression qui a été qui est devenue très populaire. C'est basé sur un article de deux géographes féministes, Amy Trudger et puis Jennifer Fleury, deux Américaines. Ce qu'elles expliquent dans leur article, c'est que l'idée générale, c'est d'établir un partenariat sur la base de la correspondance entre, d'un côté, l'expertise des universitaires et de l'autre côté, les besoins des communautés. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait nouveau là, comme approche, c'est de la recherche-action participative. On voit comment est-ce qu'avec une communauté qui nous intéresse, comment est-ce qu'on peut trouver une façon de travailler ensemble qui réponde à leurs besoins. Ici. Ce qui est un peu différent, c'est que c'est vraiment les chercheurs-chercheuses qui mettent leur capacité au service des communautés, donc qui répondent à une demande, finalement, une commande d'une communauté ou d'un groupe avec qui ils veulent travailler. Que ce soit recherche-action participative, c'est le paradigme général. Les universitaires qui travaillent dans ce paradigme-là conçoivent qu'ils se situent en tant qu'acteurs ou actrices dans un processus de changement social. Donc, l'idée de faire ce type de recherche-là, c'est de mettre ça en évidence, d'embrasser totalement que l'objectivité scientifique totale est impossible et qu'on se situe, qu'on le veuille ou non, dans un processus de changement social, puisque le simple fait de faire de la recherche avec des communautés, ça amène un changement dans la communauté. Donc, aussi bien qu'on se dit là, dans cette approche-là, embrasser ça et puis s'insérer dans le processus de changement social, puis concevoir la recherche comme outil de changement social. Juan Lewis Line, la semaine dernière, nous rappelait l'aspect performatif de la recherche. Donc, c'est exactement ça qui se passe dans ce cas-là. En pratique, de quoi ça a l'air? On commence par identifier les buts et puis l'objet de la recherche en partenariat avec la communauté ou le groupe en fonction de leurs objectifs, la première étape. Ensuite, à mesure qu'on avance dans le processus, on a des contacts réguliers pour discuter de l'avancement du projet, pour partager les résultats préliminaires, les interpréter ensemble et, au besoin, réorienter le projet pour s'assurer qu'il reste pertinent pour le groupe partenaire. Donc, c'est un processus d'ajustement constant entre les deux partenaires, les groupes communautaires et puis les universitaires. Ce type de recherche-là se situe dans un paradigme plus large, évidemment.
d'une réflexion, d'une réflexivité sur la position des chercheurs, des chercheuses. Puis là, je remonte à C. Wright Mills, son texte « L'imagination sociologique » en 1959. Là-dedans, il identifie 3 positions que les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales peuvent prendre. D'abord, on peut avoir le but de devenir roi, donc l'idée de philosophe, devenir roi, c'est-à-dire saisir le pouvoir. L'idée des philosophes rois de Platon. Peut-être un petit peu ce que Lénine a fait suite à la révolution d'octobre en 1917. Il y a toutes sortes de scientifiques qui se retrouvent dans des positions là, qui se font élire comme députés, parfois comme chef de parti, etc., parfois comme premier ministre. Donc, première position, prendre le pouvoir. Deuxième positionnement qu'on peut faire, conseiller le pouvoir. Donc, on se place en position de conseil au pouvoir. On publie des rapports de recherche, on fait des recommandations, etc., etc., soit comme commande des instances gouvernementales ou de ce qu'on appelle les décideurs, décideuses, ou soit on espère que ça va être repris par les gens des sphères politiques. Donc, on se positionne en conseiller des rois, selon le vocabulaire de C. Wright Mills. La troisième position, qui est évidemment celle que C. Wright Mills prend pour lui-même, c'est de garder notre indépendance face au roi. Et donc, ça nous permet ici de critiquer le pouvoir sans avoir rien à redevoir, sans avoir de redevance face au pouvoir politique. Et ce que ça permet, en contrepartie ou en parallèle également, c'est de soutenir la capacité d'action des groupes qui font face à des situations de domination. Et donc ici, évidemment, des communautés autochtones qui sont dépossédées de leur territoire, sur lesquels ils ont des revendications légitimes. Donc, évidemment, la recherche-action participative, la recherche de services se situe là, dans la troisième, prend la troisième position de l'indépendance face au roi, ce qui permet de critiquer le pouvoir en soutenant la capacité d'action des groupes dominés. Donc, en produisant des savoirs pour les groupes avec qui on travaille, qui vont là, renforcer leur position critique et soutenir leurs objectifs. Donc, fin de la petite parenthèse sur l'approche. Dans le démarrage, dans le projet, comment ça s'est organisé? Bien, ça, finalement, suite à l'étudiant m'a approché, OK, on a démarré le projet, on a rédigé la demande de financement en collaboration avec le partenaire. On a obtenu des fonds pour payer l'agent de recherche, l'ancien étudiant, des honoraires pour la directrice, parce que dans ces partenariats-là, on rémunère le temps consacré au partenariat, entre autres avec des communautés autochtones. Donc, le taux en vigueur, c'était à travers l'Université de Victoria. Donc, c'était une vingtaine d'heures pour 50 $ de l'heure comme rémunération. Et on a donné une contribution à la rencontre annuelle à laquelle on a été invité. Donc, je pense, si je me souviens bien, on a contribué 1 500 $ pour soutenir la rencontre annuelle, pour l'organisation, etc., la location de la salle, les équipements. Et on a présenté le projet, troisième lieu, on a présenté le projet aux communautés affiliées lors de la rencontre annuelle de Keepers of the Water. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Bon, c'est pas terminé, c'est encore en cours. La rédaction du rapport n'est pas encore terminée. Mais la première partie du rapport, ce qu'on a, c'est que d'abord, peut-être pour le contexte, il y a eu un changement de direction à Keepers of the Water, et puis entre le projet de thèse d'étudiant et puis la continuation du projet en Alberta. Donc, les objectifs de Keepers of the Water, c'est la protection de l'eau douce. Et la nouvelle directrice voulait recentrer le projet sur l'eau douce, donc sur les plans d'eau, les rivières et les lacs de la région du nord de l'Alberta. Et donc, ce qu'on nous a demandé, c'est d'aller voir les données d'allocation de permis de diversion d'eau. Et donc, on est allé chercher ces données-là et puis on a identifié les bassins versants où on attribue des permis de diversion d'eau qui vont au-delà du seuil d'intégrité écologique recommandé. Donc, la position de Keepers of the Water, c'est qu'on ne devrait pas dévier plus que 7,5 % du débit annuel moyen à l'intérieur d'un bassin versant. Les réglementations d'Alberta permettent jusqu'à 15 %. Donc ici, on a illustré les couleurs rouges plus foncées, les zones ici, où il y a au-dessus de 7,5 %.
qui est alloué en permis, et donc où on dépasse ce que l'organisation considère comme le seuil d'intégrité écologique. Ici, donc on a identifié ces zones-là sur la cartographie. Évidemment, c'est bon, d'abord le sud de la zone. Ici, on a Edmonton, c'est juste le nord de l'Alberta qui est représenté ici. Donc, tout ce qui est autour d'Edmonton, puis au sud, c'est des régions agricoles. Donc, il y a beaucoup de diversion d'eau, d'attribution de permis, de diversion pour des activités agricoles. Et ici, évidemment, c'est Fort McMurray. Donc, juste en aval de Fort McMurray, c'est les sables bitumineux qui consomment des quantités effroyables d'eau, évidemment, qui est détruite à jamais à cause de l'utilisation qu'ils en font. Donc, ici, sur la première carte, on a regardé toutes les utilisations d'eau, donc la distribution par le gouvernement provincial des permis. Sur la deuxième carte, on s'est centré sur le secteur d'énergie, donc les permis spécifiquement distribués par la Régie de l'énergie de l'Alberta. Donc, il y a un processus de distribution séparé pour les permis demandés par les compagnies du secteur de l'énergie, qui est régi qui est gouverné par la Régie de l'énergie. Spécifiquement. Et donc ici, on voit les régions en rouge qui dépassent 7,5 seulement pour le secteur de l'énergie. C'est au-dessus de Fort McMurray, les sables bitumineux. Il y a une petite région ici, c'est d'autres opérations pétrolières et gazières sur le sud. Et donc, on a regardé plus spécifiquement ici, on est allé chercher les données d'utilisation comme telles. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la quantité d'eau utilisée en réalité, rapportée dans les rapports des compagnies, par rapport aux permis détenus pour les compagnies. Et ce qu'on trouve, c'est que, bon, ici dans le rouge, c'est où est-ce qu'on utilise plus que 100% des permis. Et puis en rouge-rose foncé, c'est où on s'approche d'utiliser tous les permis. Donc, évidemment, encore Fort McMurray, on utilise presque 100% des permis, mais pas tous les permis. Et il y a d'autres régions qu'on identifie où il y a moins de permis qui sont attribués, et donc ça dépasse plus rapidement ici. Donc, en général, j'ai mis le tableau ici. Dans 68% des cas, on ne dépasse pas du tout les permis. En fait, on n'utilise pas l'eau qui est allouée. Dans d'autres régions, on utilise jusqu'à 75% de la quantité qu'on a le droit de divertir. Et puis, dans 14 cas, on dépasse la quantité qu'on a le droit de divertir. Donc, oui, dernier résultat, bien, on a fait un index d'impact par compagnie. Donc, avec certains indicateurs, on a calculé un index d'impact sur 5. Et puis, donc, on peut identifier les compagnies qui ont le plus d'impact. Évidemment, c'est les plus grosses compagnies. CNRL, c'est la plus importante. Paramount, Suncor, c'est Novus Husky qui ont fusionné. Maintenant. Donc, on retrouve toutes les compagnies les plus importantes qui ont le plus d'impact. Donc, ce qu'on conclut, bon, évidemment, il y a une utilisation abusive de l'eau douce, c'est assez évident. Et on identifie les compagnies qui sont responsables de l'utilisation abusive. Éventuellement, dans un deuxième lieu, on va aller voir leurs actionnaire pour faire le même processus que dans la thèse d'étudiant. Et donc, aller voir où se situent dans le monde les gens et les organisations qui profitent de la destruction des eaux douces en Alberta. Donc, quelques réflexions d'abord sur les défis du partenariat. Bon, plusieurs défis logistiques. Je n'ai pas nommé l'étudiant parce qu'il y a eu des petits problèmes avec lui. Je suis allé chercher 300 heures de financement pendant l'été. À la fin de l'été, il avait fait 150 heures. Et puis, il s'est trouvé un job à temps plein. Il a accepté un emploi à temps plein au gouvernement et donc il a quitté au beau milieu du projet. Donc, ça a causé un petit défi logistique puisque c'est lui qui est capable de faire les cartes. C'est lui qui connaît les données, qui sait où aller chercher les données. Donc, je me suis retrouvé pris avec ça. Bon. Question logistique, ça peut arriver dans n'importe quel projet. Pas nécessairement un projet de partenariat, mais c'est la question de l'expertise du chercheur en correspondance avec les besoins de l'organisation ici. L'expertise ne correspondait plus avec les besoins ici, une fois que la personne a quitté. Deuxièmement, bien évidemment, c'est ça, la correspondance entre l'expertise du chercheur et les besoins. J'ai aucune expertise en eau. Moi, je fais de la recherche sur le secteur de l'énergie et puis les politiques climatiques. Donc, je ne sais pas où aller chercher les données, je ne sais pas comment analyser les données. J'ai appris, évidemment. Autre défi, la relation avec les partenaires. On a eu une très bonne relation.
Sauf que où il y a des petits heures, c'est dans les va-et-vient, à travers l'écriture du rapport. J'écris des choses, on me dit je ne comprends pas tout à fait ce que tu veux dire. Ou bien on dit ah, ça me fait penser à telle chose, ce serait intéressant d'approfondir ou d'aller chercher autre chose. Et puis là, moi, je dis, bien, je ne sais pas comment, je n'ai pas accès à des données, il n'y a pas de données là-dessus, ça va être difficile, c'est un autre projet, etc. Dans ma tête d'universitaire, je vais terminer ce projet-là avant d'en entamer un autre. Bon, donc, les va-et-vient peuvent être pas toujours faciles entre monde universitaire et puis monde des mouvements sociaux autochtones. Et puis, tout ce que ça révèle ici, c'est l'aspect problématique de la structure académique et l'incompatibilité partielle entre les buts et les besoins des chercheurs, des chercheuses et les besoins du partenaire. Donc, les besoins des partenaires, c'est d'avoir de l'information sur l'utilisation des eaux dans le nord de l'Alberta. Alors que les buts des chercheurs, c'est d'écrire des articles scientifiques, publier des livres. Donc, comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas des grandes découvertes scientifiques qu'on fait ici. Il n'y a pas un grand potentiel de publication dans ce projet-là. Mais les besoins du partenaire sont très grands pour le rapport, quand même. Donc, il y a un petit débalancement, là. Et puis, la structure des incitatifs universitaires, moi, bon, il faut que je publie pour aller chercher d'abord la permanence, la promotion, etc. Donc, c'est une structure qui décourage la recherche de partenariat dans cette optique-là et qui encourage les chercheurs à se centrer vraiment sur leurs besoins à eux, individuels, leurs besoins de carrière, au détriment des besoins des partenaires, au détriment de la recherche-action de ce type-là qui répond aux besoins d'un groupe, d'une communauté. Donc, il y a certaines limites ici que j'ai découvertes dans cette recherche partenariale-là. J'ai presque terminé. Juste quelques réflexions pour finir. Comme j'ai dit, assez décousues, assez... qui ne sont pas encore très bien mises en place, mais sur la question de l'innovation sociale dans le contexte d'un partenariat avec un groupe autochtone. Est-ce que c'est l'innovation sociale? Comment ça peut se relier à l'innovation sociale? Ou plus largement, est-ce qu'on peut tout mettre sur le parapluie de l'innovation sociale? Évidemment que non, c'est pas... des fois, ça peut apparaître comme un concept fourre-tout pour parler de changement social, mais je pense que, bon, comme Magella puis Juan Westline l'ont dit la semaine dernière, c'est pas ça du tout. En fait, c'est une question de terminologie ici. L'expression d'innovation sociale, c'est assez semblable à l'expression de développement durable. Ce qu'on fait, on prend un terme qui existe, qui est connu, qui est accepté, qui est considéré comme une bonne chose. L'innovation, c'est considéré comme une bonne chose dans le discours commun, le développement aussi. Et ce qu'on fait, on ajoute un qualificatif à ce terme central-là. Donc, le développement devient durable. Hein? Ce qu'on fait, on fait entrer l'environnement, en fait, sous le concept de développement, puisque dans le développement durable, c'est toujours le concept de développement qui domine l'expression. Hein? Donc, on fait entrer l'environnement en dessous du chapeau du développement, c'est-à-dire de la croissance économique. Et donc, on subordonne conceptuellement la durabilité, l'environnement, sous la croissance économique qu'on désigne par le terme de développement. Par un euphémisme. Même chose pour l'innovation sociale. Si on regarde ce qu'on fait, l'innovation, bon, ça existe déjà, on ajoute social. L'innovation devient sociale, donc on a un qualificatif qui qualifie l'innovation. Ce qu'on fait, on fait entrer le social sous l'idée d'innovation ici, et on subordonne le social à l'innovation. Comme tel, on se situe dans le paradigme de l'innovation et on entre le social dans le paradigme de l'innovation. Plutôt que peut-être de faire le contraire et de revirer ça de bord et puis d'entrer l'innovation dans un paradigme qui tiendrait compte d'une façon plus holistique des aspects sociaux. Donc, on subordonne le social au discours de l'innovation. Et bon, le discours d'innovation, c'est très populaire là, depuis le début de la période néolibérale. C'est le discours des grandes entreprises. On doit soutenir leur capacité d'innovation. Seul le secteur privé peut innover. Les gouvernements, la bureaucratie, c'est lent, c'est lourd. Toutes sortes de métaphores qu'on utilise, alors que le privé, c'est léger, c'est agile, ça innove. Et donc, le rôle du gouvernement là-dedans, c'est de financer les entreprises pour qu'elles innovent. Donc, c'est le discours néolibéral, les relations que ce discours-là voit entre les différents éléments là, de la société. Ici, dans mon contexte de partenariat, les objectifs du partenariat sont évidemment contraires à ceux de l'entreprise privée ici, Big Time.
On se situe au contraire de l'entreprise privée. On se situe en opposition aux actions de certaines entreprises privées. Bon, c'est ça. Et donc, pour revenir à l'idée d'innovation sociale, peut-être étendre un petit peu notre compréhension de l'idée d'innovation. Qu'est-ce que c'est l'innovation? Ça se situe dans un paradigme plus large, c'est le paradigme de la modernité, le paradigme de la modernisation en tant que processus d'amélioration de la condition humaine. Et l'idée maîtresse de la modernité, qu'est-ce que c'est? C'est le mythe du progrès. C'est le mythe qui nous dit on est mieux qu'avant, le passé c'est mauvais, le futur c'est bon, on se dirige vers un futur meilleur. Nos sociétés se dirigent vers un futur meilleur à travers le processus de modernisation. Et qu'est-ce que c'est le moteur de la modernisation? C'est l'innovation. L'innovation surtout technologique dans cette conceptualisation-là. Donc, l'innovation sociale, ça peut sembler une bonne chose. Hein? On récupère la force du discours du progrès, de l'innovation, pour penser à l'amélioration des sociétés sur le plan social, pas seulement technologique. Hein? Donc, on pervertit un petit peu le discours du progrès ici. Et on dit que le progrès, ce n'est pas seulement technologique, c'est aussi social. On peut innover en réorganisant nos façons de faire. Ce qui peut être très utile pour toutes sortes de projets de recherche, comme on a vu la semaine dernière, et ce qui donne de façon très pratique accès à certains financements de recherche, par exemple la Fondation pour l'innovation du Nouveau-Brunswick. Par contre, dans le cadre de mon projet ici, de partenariat avec un groupe autochtone, la référence au mythe du progrès qui sous-tend l'idée d'innovation devient éminemment problématique. Parce que le mythe du progrès, ça va de pair avec l'entreprise coloniale. C'est l'idéologie qui a été utilisée pour justifier la domination, l'accaparement des terres, la destruction des cultures autochtones. C'est l'idée qui a été utilisée pour délégitimer leur savoir, pour rejeter leur savoir comme dans le passé, pour en faire des savoirs anciens. Hein? On les appelle encore savoirs traditionnels. Traditionnel, c'est ancien. Ancien, c'est le passé, c'est pas le présent. Et donc, on rejette les cultures autochtones dans le passé, comme elles ont été insérées dans l'enseignement d'histoire, par exemple. On commence tous les manuels d'histoire par « Ah, il y avait des Autochtones. » Maintenant, il n'y en a plus. Donc, tout le mythe du progrès et l'idée d'innovation qui en fait partie est incompatible avec l'objectif décolonial, l'objectif de valorisation des savoirs autochtones, l'objectif de réinstaurer un aspect de gouvernance autochtone sur les eaux douces, dans le nord de l'Alberta. Donc ici, c'est, comme je disais, c'est des réflexions décousues. Mais je vais terminer avec là-dessus. Ce qui est important ici, c'est la notion de cadrage. Hein? Comment est-ce qu'on va cadrer notre projet? Le cadrage, c'est les mots qu'on utilise pour présenter notre projet. Donc, quels mots on va utiliser pour parler de ce qu'on fait? On peut parler d'innovation sociale, comme j'ai dit, c'est pertinent dans plusieurs cas, entre autres le développement territorial, comme l'a montré Magélis Simard la semaine dernière, les travaux du CRISE, évidemment. Mais il y a d'autres contextes, d'autres travaux où ce cadrage-là n'est pas pertinent, entre autres les travaux faits dans une perspective décoloniale, comme ce que j'ai présenté ici. Alors voilà, je suis ouvert à tous vos commentaires et critiques, évidemment. Merci à tous les deux pour vos présentations. Je vois, il y a déjà quelques questions dans le clavardage. Évidemment, toutes les personnes qui sont présentes au webinaire peuvent aussi poser leurs questions en levant la main virtuelle. On est tous habitués maintenant à la pratique. Avant peut-être de poser les questions dans le clavardage, moi j'aurais voulu savoir, puisque plusieurs des participants sont notamment des étudiants, j'aurais voulu avoir, si vous le pouvez, votre définition de l'économie sociale, et est-ce que vous faites une différence entre économie sociale et économie sociale et solidaire, par exemple? Moi, personnellement, j'en fais pas. C'est que j'en fais pas parce que on a emprunté le terme économie sociale ici parce que ça a été reconnu. Moi, je me suis basé beaucoup sur l'expérience du Québec là, pour l'économie sociale. Puis aussi l'expérience dans les provinces atlantiques. Quand on a eu l'expérience des projets d'économie sociale en province atlantique, on incluait beaucoup toute la question des mouvements sociaux, que ce soit le mouvement syndical aussi, qui vient amoindrir les contradictions du capitalisme. Dans le fond. On a beaucoup utilisé ça. Puis au Québec, on accordait beaucoup d'importance sur toute la question de création d'emplois. Tandis qu'ici, on a beaucoup
insister sur toute l'importance des associations aussi. Puis on sait que les associations créent des emplois, mais ce n'est pas la même chose qu'une coopérative, par exemple. Si je prends la coopérative d'énergie renouvelable, ça crée 7 emplois permanents. C'est bon. Puis, donc, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, la distinction, je ne le ferai pas. Je trouve que j'embarquerai pas là-dedans parce que c'est pas. Je trouve que c'est pas nécessaire de faire un débat là-dessus. Mais parce que en France, on utilise beaucoup ça. Puis quand je regarde qu'est-ce qu'ils font en France, c'est pas tellement différent de ce qu'on fait ici, là. Alors, c'est pour ça que peut-être que Jean-Philippe a une autre façon de voir ça que moi, là. Tu sais, je veux dire, écoutez, c'est que c'est pas. Je me souviens qu'à un moment donné, c'est que des gens disaient comment tu peux concilier l'économie sociale si tu parles de syndicalisme, alors que le syndicalisme s'oppose beaucoup aux coopératives. Tu sais, il y a souvent des tensions entre les syndicalistes et la coopération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradiction dans la société, là. Je veux dire, il y a des coopératives qui vont facilement voir que l'importance du syndicat pour donner voix aux moins bien placés dans la coopérative. Par exemple, l'exemple de la coopérative des pêcheurs de la mer est un exemple intéressant. C'est qu'à un moment donné, c'est que les plus gros pêcheurs, à un moment donné, avaient tendance à vouloir dire vous amenez moins de volume que nous, ou de dire que les travailleurs, vous êtes moins importants parce que nous autres, on va chercher la ressource. Alors, l'importance de donner une voix à l'intérieur de la coopérative par la syndicalisation devenait quelque chose d'important. Puis les dirigeants syndicaux, même s'ils n'étaient pas nécessairement chauds à l'idée, étaient ouverts et comprenaient ça, comprenaient que ça se faisait, alors que d'autres ne le comprenaient pas. Alors, puis ça a été souvent une lutte énorme pour syndiquer les pêcheurs côtiers, parce qu'ils disaient, les pêcheurs côtiers qui disaient, nous autres, on a une coopérative, on contrôle notre produit, on a le contrôle sur notre produit. Hein. C'était ça, on contrôle notre produit de la capture jusqu'à l'assiette. Nous autres, notre coopérative, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est qu'on s'apercevait très bien que les plus gros pêcheurs tiraient plus la plus grosse part du bateau, tandis que les plus petits pêcheurs n'en avaient pas. Puis dans ce contexte-là, c'est que c'est important de voir la syndicalisation dans le concept d'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a l'importance de partager entre les mieux placés et les moins bien placés, puis d'expliquer cette importance-là. Mais je vais vous dire, je m'arrête là. Je m'arrête là, non, parce que ça pourrait être, c'est difficile de partager ça. Je comprends toute l'importance des sessions comme on fait, là, tu sais, mais c'est difficile de partager ça quand tu n'es pas autour d'une table ronde avec des gens, parce que là, tu dis, ben, à votre tour de parler, à votre tour de parler, à votre tour de parler, puis chacun peut amener de l'eau au moulin de l'autre. Tu sais. Comme ce matin, moi j'ai bien apprécié ce que tu as dit, Jean-Philippe, sur toute la question de la récupération de l'innovation sociale. Puis moi, je conçois très bien que l'innovation sociale, on fait des expérimentations. Est-ce qu'on innove socialement? Pour moi, par exemple, à la MEC, la coopérative d'énergie renouvelable, ils ont innové parce qu'à un moment donné, avec les coopératives puis la municipalité, ils étaient pris. Il fallait qu'ils trouvent un partenaire. Puis ils ont ouvert une offre à des partenaires. Puis, par exemple, je vais vous donner l'exemple, il y a eu 8 partenaires qui ont fait appel. Puis, M. Irving
M. Ving, qu'on connaît bien, a dit, moi, je suis d'accord, mais je ne veux pas de partenaires communautaires ou coopératifs là-dedans. Voyez-vous? Tandis qu'Acciona, qui est une coopérative qui a 100 ans d'existence, bon, et qu'il y a un bureau-chef à Chicago, bon, je ne veux pas dire qu'ils sont mieux que les autres, là, mais c'est qu'il y a une tradition européenne qui est différente de la tradition nord-américaine. Puis les autres, ils ont dit, ben, nous autres, on est d'accord, parce qu'ils savent que pour l'acceptabilité sociale du projet, c'est important. Surtout dans une petite région rurale comme la Mecque, où, par exemple, les gens avaient donné la terre à quelqu'un, où il y avait une éolienne, puis les papiers avaient été mal faits. Donc, quand le partenaire est arrivé là, la coopérative d'énergie renouvelable, ils ont dit, pour tous les droits de propriété, occupez-vous pas de ça. On va vous faire ça, nous autres. On va vous arranger ça. Alors, voyez-vous, là, l'importance du partenariat. Alors, pour moi, ça a été une expérience d'économie sociale et solidaire et de partenariat réussi, dans le sens qu'ils ont pu faire accepter le projet, puis c'est les partenaires qui ont joué un rôle avec leurs compétences qu'il avait. Chacun jouait selon ses compétences, un sur le plan financier et l'autre sur le plan communautaire. Puis l'exemple le plus probant, en 2010, dans les carnets d'actionnants, ils disent, nous avons, en tant qu'entreprise corporative, développé la capacité de travailler avec des groupes communautaires et coopératifs. C'est dans leur carnet maintenant. Bon, tu vas dire, Jean-Philippe, c'est récupéré, là, mais en tout cas, c'est tout de même un pas à l'avant que moi je trouvais. Puis de l'autre côté, pour la cocaïne, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont tout bâti sur la communauté. Comme je le disais à Jean-Philippe avant la session, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous autres, le partenaire pour les cimetières verts, là, c'était en partenariat avec des gens de Mamelon Cook et de la communauté. Puis c'était Diane Leblanc. Moi, je pensais que c'était Diane Leblanc. Le partenaire était devenu tellement important que je pensais que le projet était porté. Il était porté par le partenaire, voyez-vous. C'est que, donc, dans ce sens-là, on voit que c'est sûr que dans un projet où il y a beaucoup d'investissements, les gens qui ont investi paraissent plus, mais dans les projets où c'est beaucoup plus de l'énergie, comment je dirais ça, il n'y a pas ça l'huile de bras, du volontariat. C'est qu'on s'aperçoit que les partenaires prennent énormément d'importance, mais si les partenaires ne sont pas là, ça ne marche pas. Alors, l'importance de miser sur le partenariat. D'où, à ta question, Arnaud, entre économie sociale et solidarité, hein, je veux dire, pour moi, je n'en fais pas de différence. Là. Mais je ne vais pas dire que je suis fermé au débat. Là. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit, là, mais c'est ça que c'est pour l'instant. Merci. Jean-Philippe, voulais-tu apporter quelque chose de complémentaire? Sinon, il y a d'autres questions aussi dans le clavardage. Ah, peut-être le micro, Jean-Philippe, oui. Juste comme j'ai dit, ce n'est pas mon champ d'expertise, donc je ne peux pas amener grand-chose, excepté que faut juste aller voir dans la littérature, puis il y a des gens qui vont faire une différence, d'autres qui n'en feront pas. D'habitude, je ne m'attarde pas tant au sens des mots qu'à l'historique des mots comme tel. Je ne vais pas me lancer dans l'historique du mot économie, là, mais il y a une analyse à faire là-dessus, évidemment. Merci. Je vois qu'il y a des questions dans le clavardage, même si Omer a répondu. Magéla, est-ce que tu souhaites que je lise ta question? Est-ce que tu souhaites la poser? Comme ça, on pourrait tous en profiter. Qu'est-ce que tu préfères? Oui, c'est ça, je me demandais, Omer, j'avais une question pour Omer et une autre pour Jean-Philippe. Est-ce qu'on peut espérer, Omer, un jour qu'il y ait une politique publique de développement régional qui encadrerait mieux l'économie sociale au Nouveau-Brunswick? Je pense que je t'ai répondu, c'est que l'économie sociale au Québec, là, en 1996, on parlait du déficit zéro, puis il y a eu un compromis. On va accepter le déficit zéro si vous reconnaissez que l'économie sociale fait partie
de la perspective de développement puis des communautés. Alors, ici, au Nouveau-Brunswick, on n'est pas là. On n'est pas à ce niveau-là. Oui, je le sais, mais est-ce que tu penses qu'un jour on va le devenir? Peut-être, hein, je veux dire, il ne faut jamais. Peut-être, mais c'est qu'actuellement, on n'en est pas là parce que c'est que j'ai. C'est possible que ça arrive, Magella, puis je pense que ça vaudra la peine d'explorer cette voie-là. Mais ça serait une longue bataille, je crois, une longue bataille en termes d'investissement de temps et d'énergie. C'est ça que je veux dire. Pas une bataille à coups de poing, là, mais beaucoup d'énergie à mettre sur pour convaincre cette perspective-là. Ce que j'ai remarqué, moi, au Nouveau-Brunswick, là, c'est qu'il y a énormément de méfiance par rapport à ce qui se fait au Québec ou ce qui peut venir du Québec. C'est ça que. Donc, mais je crois, à la lumière de ce qui se fait dans le reste du Canada, c'est qu'il y aurait possibilité de gagner du terrain parce que je regarde, par exemple, que l'Université de Toronto a beaucoup de respect par rapport à ce qui se fait au Québec sur l'innovation sociale, sur l'économie sociale. On a eu ça à regarder, par exemple, les, euh, les sorties qu'on fait des universitaires, et même dans l'Ouest canadien, même à l'Université de Victoria, il y a des gens qui sont actifs dans ce domaine-là. En Saskatchewan aussi, il y a des gens qui sont. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à faire, Magella, mais ce serait un travail à investir. Je veux continuer à m'investir là-dedans. Omer. C'est que ce qui me reste, ce qui m'attriste un peu, c'est que puis moi le premier, là, on se ramasse avec énormément d'études de cas. On constate que particulièrement dans la péninsule acadienne, c'est extrêmement dynamique à tous les points de vue, mais il n'y a rien qui encadre toutes ces belles actions-là. Donc, quand il n'y a pas de politique publique, c'est difficile d'enclencher une vraie démarche de développement. Mais bon, ça, je t'apprends bien, je sais que tu es au courant de ça. Et ma question pour Jean-Philippe, ben toi aussi, ça m'intéresse un peu, avoir une si belle recherche. Est-ce que c'est merveilleux, cette recherche-là, ou est-ce que tu vas continuer à veiller au grain, ou qu'en est-il? Ben oui, il y a eu beaucoup de difficultés, mais c'est encore actif, là, c'est encore, je finis d'enseigner, puis je me remets là-dessus. Et puis, oui, je pense que j'ai à peu près 1 an de retard là, pour produire le rapport. Mais il faut le terminer, là. Je le dois aux partenaires, évidemment. Mais évidemment, je ne sais pas comment ça va arriver. Ça va donner que je vais finir le rapport, puis là, est-ce qu'ils vont comprendre ce que j'écris dans le rapport? C'est pas quelque chose que j'ai de l'expérience, écrire pour des gens basés dans des communautés. Donc, je sais pas, on va voir, là. C'est pas qu'ils comprennent pas, c'est une question de langage, là. C'est des gens très intelligents avec qui je travaille. Puis tout ça, là, il y a Bob Thompson est biologiste, donc c'est simplement une question de discipline, la formation disciplinaire différente. Mais oui, c'est toujours en cours, là. C'est en veilleuse parce que j'ai des choses plus pressantes à faire comme enseigner pour l'instant, entre autres. Et puis d'autres gens qui me tirent après pour finir d'autres articles, mais ça va s'en venir. Ça va s'en venir. Bien, parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Magella. Merci Magella pour les questions. Merci à Jean-Philippe Omer pour leurs réponses. Moi, peut-être dans le prolongement, je vois aussi qu'il y a d'autres questions dans le clavardage, on va les aborder, mais dans le prolongement finalement de ce qui vient d'être dit, moi j'ai entendu et j'ai écouté vos présentations. Finalement, Jean-Philippe, tu nous as donné notamment des exemples d'utilisation de l'eau qui est un bien commun finalement au profit d'intérêts personnels, d'intérêts d'une catégorie de personnes au détriment d'autres. Omer, vous nous avez parlé notamment de ce comité de développement qui s'intitule Pays de Cocagne. Moi, le Pays de Cocagne, ça m'évoque la métaphore de la terre d'abondance. Or, au Nouveau-Brunswick, on est loin d'être une terre autosuffisante, une terre d'abondance. Donc, moi, j'aurais voulu savoir si, d'après vous, eh bien, est-ce que c'est en raison de la concentration des pouvoirs entre les mains d'une minorité
que le Nouveau-Brunswick ne se développe pas? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une terre qui possède quand même un certain nombre de ressources qui pourraient permettre justement de concilier l'économie avec tout ce qui a trait à l'équité sociale et la protection de l'environnement, pourquoi on en est à des années-lumière? Moi, j'habite ici depuis 3 ans. À chaque fois, la réponse qu'on me donne, c'est « Ah, mais ici, ça ne se fait pas. À un an ici, on est loin. À un an ici, ce n'est pas encore le cas. » Donc, pour quelle raison il y a un tel retard qui peut entraîner certaines frustrations dans nos recherches respectives? Ça s'explique comment? Il y a des barons locaux qui mettent des barrières? Euh, vous posez la question at large, là, ou? Ouais, c'est ça. À tout le monde. Moi, je vais vous dire, c'est que l'expérience de Cocagne, c'est assez simple, là. Ça s'est basé sur le fameux, je ne me rappelle plus du nom, là, euh, du, euh, du Français qui était venu ici, puis qui avait dû, à cause des tempêtes, qui avait dû rentrer dans l'estuaire de Cocagne, puis il avait décrit Cocagne comme un pays d'abondance où il fait bon vivre. J'ai pas le nom, mais je vous le donnerai, là. Sûrement des gens, des historiens le connaissent, là. Mais peu importe. C'est que les, euh, euh, les ressources sont limitées. Je veux dire, tout le monde le reconnaît, mais c'est que la grande entreprise n'a pas aidé. La très grande entreprise n'a pas aidé. Tandis que si on regarde l'exemple qui, qui est plus près de nous, là, que le Québec, là, tu as eu une longue tradition coopérative qui a beaucoup aidé. La tradition coopérative ici n'a pas tellement pu prendre ou pu s'implanter, mais elle a laissé beaucoup de traces. Quand je parle aux gens de la Nouvelle-Écosse ou aux gens de l'île des Princes-Édouards, ils disent qu'ils trouvent que les coopératives ont pris beaucoup plus de place ou beaucoup plus d'importance qu'il y en avait dans ces deux provinces-là. Mais à la lumière de tout ça, j'ai pas plus de réponses que toi, si ce n'est que euh, c'est euh, c'est que le grand capital n'a pas aidé parce qu'on a développé comme une dépendance au grand capital. Comme par exemple dans la pêche, à un moment donné, on disait si on pouvait développer la pêche comme on développe l'industrie automobile, c'était ça le discours dans les années 60. Si on pouvait faire 3 chiffres de 24 heures sur 24, on ne regardait pas les limites des écosystèmes. Et c'est ça qu'on fait avec nos forêts, c'est ça qu'on fait avec nos terres, c'est ça qu'on fait euh, avec les ressources maritimes, c'est la même chose. Alors, c'est que, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il y a là? C'est le questionnement sur l'économie capitaliste et la concentration. Et quand tu n'as pas de mouvement fort, de contrepartie forte pour faire face à ça, c'est difficile. Je regarde simplement dans le... j'ai cité d'ailleurs le Hervé Kempf dans le devoir du, euh, du, de 2013 qui dit, bon, il faut en finir avec le capitalisme. Tu sais, c'est une métaphore, si vous voulez, mais c'est que la domination est tellement forte ici, avec les grandes entreprises qui contrôlent tout, quand on sait que les journaux sont contrôlés, la presse est contrôlée, ça fait que c'est difficile d'aller de l'avant, mais c'est pas impossible. C'est peut-être qu'il faudrait s'inspirer du maillon faible de l'économie, puis de faire quelque chose ici, mais j'ai pas de... Moi, je dis pas que c'est impossible ici, là. Je dis pas ça, là. Quand j'ai répondu tantôt à Magella, c'est pas que je suis fataliste et dis qu'il n'y a rien à faire. Je pense qu'il faut prendre le bâton de pèlerin puis continuer, puis mettre toutes les forces qu'on peut ensemble. Avec, avec des succès peut-être mitigés ou des succès moins grands qu'ailleurs, mais on aura tout de même fait des avancées. Moi, c'est ça, moi, que le groupe de développement durable euh, m'inspire, en fait. C'est dans ce sens-là. Merci. Jean-Philippe, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, mais peut-être pas grand-chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Omer dit. Ce qui est intéressant, je remarque encore en question les termes. Hein, qu'est-ce qu'on veut parler quand on parle de développement? Qu'est-ce que ça veut dire, le développement? Faut réfléchir au terme. C'est un terme général, on peut le prendre dans tous les sens. Hein. Pour les Irving, le Nouveau-Brunswick est très bien développé. C'est la 8e fortune au Canada, faite beaucoup sur le dos des gens du Nouveau-Brunswick. Donc, nous autres, là, en tant que personnes ordinaires habitants du territoire, c'est peut-être moins à notre avantage. On a une autre vision de ce que c'est le développement, mais utiliser le mot de développement comme ça, on parle d'avancée, on parle des sociétés qui avancent, on est toujours dans le mythe du progrès. Il faut se demander, ça offusque, ça cache qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ça cache, ça nous empêche de formuler nos objectifs. On est prisonnier d'un discours ici qui nous empêche de formuler nos vrais objectifs. Qu'est-ce que c'est notre vrai objectif? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est d'avancer? Est-ce que c'est la croissance? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est de vivre ensemble sur le territoire? C'est pas la même chose, là. Ça peut être, on peut appeler ça développement aussi, mais si on dit vivre ensemble sur le territoire, on se situe dans une autre perspective. Ici, ensemble, c'est qui veut vivre ensemble? Et puis, comment on va vivre ensemble? C'est peut-être là la question qu'on pose vraiment, là, que tu posais, Arnaud, hein, quand tu voulais dire qu'est-ce qu'on se développe. Puis pour ça, bien, évidemment, il faut remonter à l'histoire du Canada. Le Canada, bien, c'est une colonie britannique. Il y a des colonisateurs qui sont venus s'enrichir en allant chercher les différentes ressources, les différents aspects de la nature qu'ils pouvaient vendre au début chez eux, puis ensuite ils sont constitués en bourgeoisie canadienne. Et puis, on en est encore là. Le Canada n'a pas changé. C'est toujours une colonie de ressources, même si le colonisateur s'est déplacé et est devenu une bourgeoisie canadienne, principalement. Puis comme Hobert le disait maintenant, c'est une question de rapport de force. Rapport de force entre les colonisateurs et puis nous autres, les pauvres colons, et puis, on l'espère, les peuples autochtones, les premiers habitants, les colonisés. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on se replace là-dedans? Le rapport de force, si on regarde Homer faire beaucoup au Québec, si on regarde le rapport de force varie d'une province à l'autre. Entre autres, au Québec, il y a un mouvement social très fort, entre autres basé sur les idées d'économie sociale, d'économie solidaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe au Québec? On a certaines mesures relativement progressistes, au moins qui atténuent certaines des inégalités. Au Nouveau-Brunswick, on se dit, on est en retard, etc. Où est-ce qu'il y a le rapport de force? On a les Irving, peut-être McCain d'un côté, puis on a le reste du monde. L'autre côté, c'est un petit peu plus inégalitaire. Et puis, il y a aussi toute une historique, comment se sont constitués les mouvements sociaux. Le mouvement au Québec s'est constitué depuis les années 50. Révolution tranquille, mouvement nationaliste, etc. Maintenant, c'est le mouvement environnemental qui a repris le flambeau, entre autres porté par un mouvement étudiant très fort depuis la création des cégeps, entre autres. Donc, il y a tout ce contexte social-là au Québec. Au Nouveau-Brunswick, l'histoire est différente. Le mouvement ne s'est pas formé comme ça. Les francophones sont en minorité, qui est là où aurait pu se former probablement un mouvement social plus fort. Mais on est en minorité comme francophone au Nouveau-Brunswick. Donc, et puis, tous les journaux sont contrôlés par Irving. Donc, il y a un petit débalancement dans l'information, dans les possibilités de cadrage de la situation, de qu'est-ce qu'on fait. Donc, la situation est différente. Mais la question demeure la même. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour bien vivre ensemble sur notre territoire, ici, le Nouveau-Brunswick? Et puis, essayer peut-être de voir ça d'une perspective plus large qui inclut les peuples autochtones puis les questions de colonisation aussi. Parce qu'aujourd'hui, qui est à l'avant-plan des mouvements sociaux, c'est les groupes autochtones. Et donc, je reviens aux questions de cadrage. Comment est-ce qu'on cadre ça pour vivre ensemble, tout le monde ici qui veut vivre ici, pour que ce soit inclusif? Comment est-ce qu'on va cadrer ça pour que ce soit inclusif? Des perspectives autochtones, des intérêts des groupes autochtones qui sont un contrôle, une gouvernance, de prendre part à la gouvernance du territoire, de respecter les traités qui sont interprétés, peuvent interpréter, c'est comme ça qu'ils sont interprétés de leur part, comme des traités de partage du territoire. Comment est-ce qu'on va vivre les peuples autochtones, les peuples acadiens et puis les peuples anglophones sur le territoire. C'est un peu décousu ici, mais je sais pas, ça complète peut-être ce que Omer disait. Omer réfléchit, c'est ça? Je réfléchis, c'est que
c'était Valérie Bonnardel-Vaquet qui mentionnait que les économies occidentales sont devenues sur les grands capitales. C'est que c'est un peu... c'est que le territoire ici a été vidé de ses ressources. Là. Regardons ce qu'on a fait avec l'industrie du bois au Nouveau-Brunswick. L'Angleterre venait ici, amenait des capitaines de bateaux, 6-7 capitaines de bateaux. Puis non seulement on chargeait le bateau, mais on construisait des bateaux sur place, on les chargeait, puis on amenait, puis on a détruit des forêts de pins comme ça qui étaient vraiment... Coburn, le politologue, a très bien décrit ça. Je veux dire, c'est que l'économie, la colonisation, ça n'a pas aidé, là, sûrement. Mais il faut passer, il faut tourner la page, puis bon, on va relever les manches, puis travailler. Mais il faut regarder ce que l'histoire nous a laissé aussi, là. Puis, le problème, c'est qu'on ne bâtit pas sur des cendres. C'est pas pour rien qu'on ne peut plus faire pousser de pain aujourd'hui, parce que le pain blanc ne pousse que dans des forêts, diversifiées. On a 28 essences de forêts au Nouveau-Brunswick, puis on essaie de faire pousser du pain, mais le pain va pas pousser, ne peut que pousser dans des forêts diversifiées. C'est de faire en sorte comment qu'on compose avec les écosystèmes, avec la limite des écosystèmes, avec la richesse des écosystèmes. Puis je pense que la grande leçon qu'on apprend à travers tout ça, là, c'est le lien qu'on peut faire entre les écosystèmes et la santé. Hein, je dirais, à l'échelle internationale, on a tellement affaibli nos forêts, qui fait qu'on vit très près des animaux, les maladies se propagent plus rapidement. Et puis, c'est une thèse qui est de plus en plus soutenue, là, qui fait qu'on va être de plus en plus vulnérable aux maladies telles que la COVID, le SRAS, etc. Alors, puis on prévoit même qu'on est obligé de nous vacciner annuellement, hein, je vais dire au quotidien, mais annuellement. Donc, il faut regarder là, que le vivre ensemble, l'économie sociale et solidaire a un sens dans ça. Puis, bon, Majella a raison, il faut y travailler, puis il faut l'encadrer, mais il faut y mettre du temps et de l'énergie, c'est certain. Mais c'est ça, là, c'est que je voulais simplement répondre à Valérie. Là. Parfait, ben merci beaucoup. On arrive déjà à la fin du temps qui était réservé au webinaire. Donc, merci à l'ensemble des participants. Merci à nos deux invités de leur contribution très riche. Donc, vous voyez à quel point les innovations sociales comme l'économie sociale peuvent aussi être des réponses aux questionnements et aux besoins de développement, en fonction de la définition qu'on lui donne pour le territoire néo-brunswickois. Donc, il y aura des suites à ces webinaires, voilà, puisque un groupe innovation sociale tend à se développer petit à petit à l'université de Moncton. Et donc, dès l'automne prochain, d'autres webinaires sur la notion et notamment des exemples d'initiatives de développement ou d'innovation seront mis en avant. Donc, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, sachez qu'à l'automne, on continuera de prolonger cette question sous des angles et des aspects différents. Merci d'ailleurs des suggestions qu'on a pu lire là dans le clavardage. Ça va continuer à nous aider à proposer des thématiques sur ces sujets-là dans le courant de l'année 2021 et dans les années suivantes. Voilà. Merci à tous donc de votre attention et puis je vous souhaite une belle fin de journée et puis au plaisir de se retrouver dans un autre webinaire et qui sait un jour en vrai, en présentiel, on pourra arrêter d'utiliser le terme webinaire peut-être dès l'automne prochain. On va l'espérer en tous les cas. Merci beaucoup et belle journée à vous. Merci pour l'invitation, hein, puis bon printemps et bon été. Merci.
C'était très bon, Jean-Philippe. Puis Omer. Merci. C'était toujours un plaisir de te revoir, Omer. Oui. Au plaisir. Bye Au bye. plaisir. Hein. Tu sais, dans 25 minutes, qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas facile. Ben Là, oui, mais je veux dire, on comprend ça. c'est tout de même, faut tout de même le faire avec les temps qu'on a. Ben, fais Puis, attention à toi. Tu as été vacciné, j'imagine? pardon? Tu es vacciné, là? Non, le 20. Ah, Ça bon. devait être le 14, puis ils l'ont retardé au 20 parce OK. que à cause que les vaccins ne rentrent pas assez vite. Ouais, c'est ça. Ben, fais Ouais. attention à toi. Oui, oui, c'est toi aussi, là. Bye Au bye. plaisir. OK, au revoir, Magella. À la prochaine.